Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Deuxième journée de réflexion sur la coordination et l'harmonisation de l'action gouvernementale à Tadjoura. Et dans l'actualité internationale en Corée du Nord, nouveau tir de missiles depuis Pyongyang. Bonjour à tous. Suite des travaux donc de la retraite gouvernementale, une journée qui revêt son importance, tous les membres du gouvernement rassemblés au Sable Blanc. La salle de conférence du centre a servi de carrefour de réflexion, un vivier d'idées et de propositions pour améliorer la gouvernance publique et mieux construire les politiques publiques. Cette réunion sur la réflexion de l'action publique avec à l'ordre du jour plusieurs thématiques avec pour finalité mettre donc en synergie afin de donner naissance à une véritable intelligence collective au service de la population. En effet, cette capitalisation de la politique nationale d'évaluation est le fruit d'un long processus participatif et inclusif des acteurs étatiques. Par ailleurs, une de ces opportunités était sans nul doute le renforcement de l'efficacité et la modernisation du service public. Il convient de rappeler que la révolution du numérique en marche dans le monde s'impose comme un nouveau paradigme de l'action publique. Enfin, la vision à long terme du chef de l'État, la vision 2035, constitue un élément central de l'action gouvernementale. Et durant cette deuxième journée des travaux de la retraite gouvernementale, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a rencontré hier après-midi à la préfecture de la ville de Tadjoura les sages de la ville blanche. La rencontre donc s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, du secrétaire général de la primature. Les sages ont fait part au Premier ministre du déroulé des préparatifs de l'intronisation du sultan de Tadjoura qui est prévu pour très bientôt. Et la délégation du Premier ministre a été bien accueillie par les sages de la ville de Tadjoura et ils lui ont assuré que les préparatifs pour le couronnement ou l'intronisation du sultan de Tadjoura allaient bon train. Et toujours dans le cadre de leur visite, après avoir visité les architectures portuaires, cette fois-ci, se sont rendus donc à Red Sea World. À leur arrivée, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a reçu donc le ministre des Transports soudanais, Hicham Ali Abouzé, du centre d'exhibition international de Djibouti. De visu, la délégation a eu une visite guidée. Cette infrastructure complémentaire, ces locaux qui accroissent sensiblement l'offre touristique de Djibouti, ce centre d'exposition allie les technologies les plus modernes et qui s'arriment donc aux vertus de plateformes de haut de gamme pour la réalisation d'une visibilité maximale aux dispositions touristiques et culturelles de la République de Djibouti. La délégation a pu admirer ce centre avec ses informations fournies lors de la visite avec une présentation également du projet de transformation de l'ancien port, véritable symbole de la transformation d'un quartier chargé d'histoire donc en un quartier d'affaires de classe internationale. Il convient de souligner que cette zone commerciale spéciale de l'Afrique de l'Est a pour mission de relier l'Afrique de l'Est au reste du monde dans le commerce et les échanges. La délégation a prêté une attention particulière à cette infrastructure qui vise à créer un nouvel espace commercial, culturel et de divertissement avec des industries axées sur les services dans le commerce international comme principal moteur de développement. Une fois la visite terminée, le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu ses hôtes dans le salon VIP. Au cours de cette entrevue ont été abordés des sujets concernant le centre de formation, le guichet unique, mais aussi les affaires maritimes. Et dans cette audience, les échanges d'idées ont permis une vision commune et une convergence de points de vue. Les deux parties ont convenu finalement à plus de collaboration, mais aussi de transfert de compétences.
Le ministre de la Santé, en marge de la 6e édition du sommet mondial de l'innovation pour la santé WICH 2022 qui s'est tenu du 4 au 6 octobre au Qatar, a donc accompagné de l'ambassadeur de la République de Djibouti au Qatar, s'est entretenu avec son homologue qatarienne, Dr Hanan Al-Rouari. Au cours de cet entretien, les deux responsables ont longuement discuté des sujets de coopération existants donc entre les deux ministères et les deux pays, et notamment dans le domaine de la santé publique et des perspectives à venir qui peuvent être développées dans le cadre des visites régulières entre les deux départements ministériels. Ils ont également échangé autour des moyens à mettre en place pour renforcer davantage la coopération, et ce à travers le partage des expériences dans le domaine d'apprentissage et de formation des professionnels de santé sur des thématiques identiques d'un commun accord. Au terme des discussions, les deux ministres se sont engagés à œuvrer ensemble pour que cette coopération reste fructueuse en vue d'édifier un partenariat fort, constructif et solidaire en élargissant davantage le champ de la coopération dans le domaine de la santé. Et tout de suite, sport sous l'égide du secrétariat d'État au sport. La sous-direction régionale de Tadjoura a organisé hier au complexe sportif 2 rencontres amicales entre les formations de Tadjoura et celles de la Garde-Côte. Dans la discipline handball, Tadjoura s'incline lourdement 21-14 contre un adversaire expérimenté et habitué au grand rendez-vous, mais se rattrapera en volleyball, un match dominé de bout en bout qui aura donné du fil à retordre aux visiteurs. Service levé, ce match contre passe en millimètres. Toute la panoplie du volleyeur a été déballée lors de cette magnifique victoire. Les rencontres ont vu la participation de plusieurs personnalités du secrétariat d'État au sport, des autorités régionales ainsi que plusieurs invités. Et dans le dossier de cette édition, nous allons nous diriger vers la région d'Ali Sabié et vous parlez donc de l'association IFTIN qui mène des travaux, notamment des branchements en eau dans les quartiers donc qui n'étaient pas branchés en eau précédemment. Et l'association IFTIN contribue grandement à améliorer donc le quotidien de ses concitoyens. Regardez, c'est un document de la rédaction. Agir pour le bien de sa communauté est en soi une action salutaire et pleine de noblesse. Mue toujours par la volonté de servir ses concitoyens, l'association IFTIN frappe encore fort pour éveiller la population du quartier Chantier sur un mode de vie qu'elle peut s'offrir en prenant évidemment en main sa responsabilité et changer sa destinée. Pour ce faire, l'association IFTIN lance un projet susceptible d'améliorer le quotidien de la population et se faisant engager tout le monde à œuvrer en synergie en favorisant l'entraide et le travail en groupe pour créer un quartier plus solidaire, plus prospère et plus électrifié. Depuis la connexion du quartier du Chantier au réseau de l'électricité, du secteur a changé la donne. En plus des éclairages, des antennes paraboliques sur le toit qui créent sans le doute une atmosphère joviale en famille autour d'un petit écran. L'association IFTIN est composée de jeunes dévoués et animés par le désir d'agir dans l'intérêt général afin d'inverser ce qui était vécu jusqu'à-là comme une fatalité. Il s'agit à travers ces actions entreprises de remplir les attentes des habitants du quartier du Chantier dans les périphériques sud-ouest d'Ali Sabié et se faisant satisfaire leurs aspirations en matière d'électrification et d'approvisionnement en eau. Il convient d'ajouter que l'approvisionnement en eau par l'ONIAD était l'objectif ultime de cette association. La première phase qui voulait apporter sa pierre à l'édifice et cela a été un franc succès. Un vrai calvaire pour nous les habitants qui aujourd'hui se sont reconnaissants envers ces jeunes de l'association IFTIN qui ont apporté une solution tangible à la problématique relative à l'eau par les billets de l'ADDS. La deuxième phase du projet concerne les branchements des 12 maisons au réseau de l'ONIAD. Les responsables de l'association ayant obtenu les financements viennent de finaliser les projets. Une solidarité agissante. Des familles supplémentaires secourues grâce aux initiatives des membres de leur propre communauté. Et
Et nous clôturons l'actualité nationale avec cette page nécrologiste, avec une grande tristesse et consternation que nous venons d'apprendre le décès de feu Mohamed Hassan Ibrahim, donc Tourab, survenu hier à minuit dans son domicile, à côté du siège Al-Hotaba. Le défunt est né en 1940, très pieux, connu pour sa sympathie, sa courtoisie et sa générosité. Le défunt était un promoteur de la musique afar et grand mélomane du groupe Eglamou. Il laisse derrière lui 3 enfants et 12 petits-enfants et un arrière-petits-enfants. Il était le père de notre collègue et caméraman Ibrahim Mohamed Hassan dit Bibi. La direction et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à l'ensemble de la famille de feu Mohamed Hassan dit Tourab, à ses amis donc et à tous ses proches, et prie le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent au Nigeria, les 23 derniers otages retenus par des hommes armés qui ont mené fin mars une attaque d'envergure contre un train dans le nord-ouest du Nigeria ont retrouvé leur liberté. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités nigériennes dans un communiqué. Les autorités ont obtenu libération et pris en charge les 23 derniers passagers retenus en otage par les terroristes de Boko Haram à la suite de l'attaque du train Abuja-Kaduna, a déclaré le chef du comité d'action de l'état-major de la défense, et le responsable de la sécurité de l'État du Kaduna a confirmé la libération des otages. 8 personnes avaient été tuées et des dizaines enlevées le 28 mars dernier lorsque les assaillants avaient fait exploser une bombe sur une voie ferroviaire et ouvert le feu sur le train reliant la capitale Abuja à Kaduna. Le Nigeria, avec quelques 215 millions d'habitants, s'apprête à élire le 25 février prochain un nouveau président, M. Buhari, se retirant à la fin de son second mandat comme prévu par la Constitution. Le nouveau chef de l'État devra répondre de façon urgente à la grave crise économique qui frappe le Nigeria, mais aussi à l'insécurité généralisée. C'était dans les titres de cette édition. La Corée du Nord a tiré 2 nouveaux missiles et blâme Séoul et Washington. 2 nouveaux tirs sont survenus au moment où, à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunissait pour évoquer le lancement d'un autre missile nord-coréen qui avait survolé le Japon 2 jours plus tôt. La Corée du Nord a lancé aujourd'hui 2 nouveaux missiles balistiques et a qualifié ces essais d'armes de juste mesure de rétorsion contre Washington et Séoul et leurs exercices militaires dans la région. Selon l'armée sud-coréenne, ces projectiles de courte portée ont été lancés ce matin depuis les environs de Pyongyang en direction de la mer du Japon. Les gardes-côtes japonais ont confirmé avoir détecté les projectiles. Ce 6e lancement en moins de 2 semaines est absolument inacceptable, a aussitôt réagi le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Les nouveaux tirs sont survenus alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunissait à New York pour évoquer le lancement d'un autre missile nord-coréen qui avait survolé le Japon. Et mardi, donc, un nouveau missile de type Hwasong-12 avait survolé le Japon et parcouru environ 4600 km, soit probablement la distance la plus longue jamais atteinte par Pyongyang dans le cadre de ces essais, selon Séoul et Washington. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.